Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous avez eu un beau week-end. C'était très beau, hein? Moi, j'ai eu la chance de me promener, notamment sur le marché à Ottawa, parce que c'était une activité pour les chiens hier. Je ne sais pas si vous avez profité de cela. Bubble a fait des posts, si vous voulez aller voir les posts de Bubble sur sa page Facebook. Bon, c'est le jour du vote. Et je veux vous parler de cela. Avant de le faire, n'oubliez pas, partager le podcast, ça ferait bien mon affaire. Alors, je veux vous parler donc de cette très longue journée qui s'annonce, parce qu'on va avoir des résultats probablement tard cette nuit, c'est même peut-être même demain, avec le dépouillement du vote par la poste. Mais je veux prendre quelques minutes pour vous parler du processus électoral ou de l'importance de l'élection, puis de voter, puis aussi un genre de bilan de cette campagne de 36 jours. C'est aujourd'hui l'expression la plus vibrante, la plus parlante de notre démocratie qui est bien en santé au Canada. Il n'y a pas de système parfait. Notre système n'est pas parfait, mais c'est le moins pire que l'on utilise. Et il faut comprendre que c'est un privilège pour un peuple de pouvoir décider qui dirigera ses destinées. Il y a des peuples qui se battent, il y a du sang qui coule, il y a des morts souvent, pour revendiquer le droit de s'exprimer, puis le droit de décider qui nous gouverne. Au Canada, c'est un acquis. On prend ça pour acquis, mais il faut l'exercer. Et j'ai beaucoup de difficultés, moi, à comprendre quelqu'un qui décide de ne pas voter. Les décisions sont prises, puis nous affectent. Des décisions lointaines, proches de nous, toutes les décisions nous affectent. Puis la répartition de la richesse, parce qu'on est un peuple riche, une nation riche, ben, la distribution de cette richesse-là, c'est des décideurs qui sont élus qui font ça. Puis on a donc un mot à dire là-dedans. J'entends souvent dire « Oui, mais mon vote compte pas ». Ben, c'est carrément faux. C'est carrément faux. Des majorités, un élu, tu peux te faire élire avec un vote de majorité, 2 votes de majorité, 300 votes de majorité. Mais ces 300 personnes-là et tous ceux qui ont voté ont un impact sur l'élection. Puis dans notre système, ben, quelqu'un qui est élu chez les conservateurs, ben, ça donne un siège de plus aux conservateurs. Puis quand tu fais le total de cela, ben, qui forme le gouvernement? Ben, c'est ceux qui ont le plus de sièges. Puis après ça, il y a toute la notion d'un gouvernement minoritaire ou majoritaire. Alors ce soir, est-ce qu'il y a un parti qui va avoir 170 députés et plus? Si c'est oui, ça veut dire qu'il y aura majorité. Sinon, ben, ce sera un gouvernement minoritaire avec tout ce qu'on comprend puis des conséquences à cela. Donc chaque élu contribue, chaque personne élue va contribuer à la formation d'un gouvernement. Conséquemment, notre mot à dire pour décider qui sera élu dans notre circonscription, ça a une grosse valeur. Donc, aujourd'hui, les polls sont ouverts, il y a 12 heures de vote de disponibles. On a tenté de faciliter la vie à tout le monde pour l'identification, pour, dans le fond, prouver si on peut voter avec des cartes d'identité. C'est facile, il y en a plusieurs, on peut prêter serment. Il n'y a pas de raison pour ne pas voter, c'est un petit peu mon message. Puis on n'a pas besoin non plus, pour voter, d'être un docteur en sciences politiques. Pas tout le monde a le même niveau d'intérêt ou de compréhension ou d'analyse par rapport à la chose politique, puis c'est bien correct comme ça. Les gens doivent voter avec leur cœur, leur tripes, leur tête, leurs valeurs, leurs émotions. Toutes ces réponses sont bonnes. Et vous pouvez décider de voter par affinité politique, par stratégie, par opportunisme. Tout ça, c'est correct. D'où l'importance d'une campagne électorale. Puis, souvent, c'est un élément qui a fait basculer. Tu sais, il y a des incorruptibles, puis des gens qui ne changeront jamais d'idée, que ce soit des bloquistes, des libéraux, des conservateurs, les Verts, le NPD, mais il y en a un paquet qui sont dans le milieu, puis c'est un vote assez mou. Alors la campagne fait en sorte que les gens se ressemblent ou non à certains politiciens ou certains partis ou à certaines prises de position. Alors aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est un peu rapidement faire un bilan des points forts puis des points faibles des campagnes des différents partis politiques. Et au final, je vais tenter de vous dire qui, à mon sens, a fait la meilleure et la pire campagne. Bon, je vais commencer avec le Parti libéral de Justin Trudeau. Je commence avec les points forts. Que ce soit le même cheminement pour tous les partis. Moi, je pense que M. Trudeau a montré du cran durant cette campagne-là. A montré du cran quand il a persisté et signé
notamment sur la question des transferts en santé, en disant « je vais faire des transferts en santé, mais il y aura des conditions ». Ça prend du courage politique pour faire cela, parce qu'on sait très bien qu'au Québec, ça ne passe pas cette ligne-là. On ne veut pas de conditions. M. Trudeau savait très bien ça. Il savait aussi que dans d'autres provinces, d'abord, tu fais un chèque, mets des conditions, c'est correct pour améliorer la santé du monde. On s'en sac pas mal. En Nouvelle-Écosse, mets-moi des critères, plus de médecins, parfait, envoyez-moi le chèque. Plus d'infirmières, parfait. Mais au Québec, nous autres, on veut le chèque, mais on veut pas de conditions. M. Trudeau savait ça, mais il a persisté et signé. C'est pas facile en campagne électorale de faire ça. Vous avez vu la réaction de François Legault. Il a dit de voter contre Justin Trudeau. Comme politicien, c'est pas facile, là. Parce que tu le sais, ce que tu vas créer comme situation. Donc, je trouve qu'il a persisté et signé en termes de politique publique en matière de santé. J'ai trouvé qu'il était fidèle à ses valeurs, encore là, pas très populaire au Québec, en disant, ben, s'il faut, je vais contester la loi 21. M. Trudeau a montré du cran et du courage à ce niveau-là. Et il a montré aussi beaucoup de fierté. J'ai senti un homme parler avec émotion lorsqu'il, au débat en français, a dit à Yves-François Blanchette, ben, t'as pas le monopole du Québécois, puis moi, je suis Québécois, puis je suis fédéraliste, puis je suis un libéral fédéral, puis oui, je suis un fier Québécois. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien de la part de M. Trudeau. Le point faible de cette élection pour Justin Trudeau, ça a été son incapacité d'expliquer pourquoi on est en élection. Et habituellement, ça dure 48 heures, cette affaire-là. Ben, ça a duré 36 jours. Alors, ça, il était très mauvais, très peu convaincant pour expliquer pourquoi, avec la crise sanitaire puis la crise en Afghanistan, pourquoi on avait besoin d'une élection, surtout qu'il est fort probable qu'on se ramasse dans une situation pas mal similaire 36 jours plus tard, 600 millions plus tard, avec tous les risques sanitaires que ça a encouru, avec un gouvernement minoritaire, peut-être libéral. Ça n'a pas changé ça n'aura pas changé grand-chose. Et évidemment, il y a l'histoire où il a été plus faible. En même temps, c'est une force parce qu'il l'a défendu avec conviction, mais en même temps, on sent un fédéralisme très centralisateur à la Pierre Elliott, où le Canada a de l'argent provenant des impôts des individus, puis décide d'utiliser cet argent-là dans des champs de compétences provinciales. J'ai été absolument estomaqué de voir Sophie Châtel, la candidate dans le Pontiac, qui n'a pas bien de lien ici, là, pas beaucoup de racines, ça en va faire, j'ai vu une vidéo en anglais, peut-être qu'elle l'a fait en français, je ne sais pas, mais devant l'hôpital de Hull, pour dire que c'est épouvantable, il y a eu du sous-financement en santé, que ça prend plus de médecins et d'infirmières. Premièrement, Mme Châtel, vous êtes trompé de comté. Dans votre comté, il y en a pas mal d'hôpitaux, notamment l'hôpital de Charville, puis il y a l'hôpital de Maniwaki. Vous pourriez choisir au moins dans votre comté, d'une part. Deuxièmement, quand vous dites qu'il y a du sous-financement, vous étiez à Paris, vous, là, dans les dernières années. Vous êtes qui, vous, pour dire ça, surtout provenant d'un gouvernement fédéral centralisateur qui, au lieu d'envoyer des transferts en santé, a gardé l'argent. Puis troisièmement, vous connaissez quoi les médecins et les infirmières? C'est compétences provinciales. C'est pas le fédéral qui fait ça. J'ai trouvé ça comme fin de campagne. Elle n'a pas fait grand-chose dans la campagne. Ce qu'elle a fait, elle l'a mal fait. Ça promet. Donc ça, c'est pour M. Trudeau. Mais il a fait une campagne dynamique. Bon, maintenant, M. O'Toole, Erin O'Toole, les points forts, c'est que vous allez voir que c'est en même temps une force et une faiblesse, mais il est resté sur ses messages. Il était préparé avec un plan. Il a répété le plan, c'était un plan compliqué. Il a répété, puis sans vouloir endormir tout le monde, il a répété que il y avait un plan, puis bon, etc. Il a assumé sa position, il a réitéré sa position en disant non, je ne ferai pas du vaccin un critère obligatoire pour être candidat, pas plus pour la population. Il a réitéré que lui, il va couper les 6 milliards. On va s'arranger, mais il va couper 6 milliards. Dans ses chiffres, c'est clair. Il va couper 6 milliards de transferts au Québec pour les garderies. Puis, il assume une position moins ambitieuse en matière environnementale que tous les autres partis. Alors, c'est le plus, disons, le moins rêveur, celui qui a le moins d'aspiration, le moins d'ambition pour le Canada en matière environnementale, puis il s'assume. Fait que quand je regardais la campagne, tu sais, c'est un gars qui était sur le message, puis écoute, tu dis à quelqu'un qu'il faut couper 6 milliards de chèques de transfert, là,
Un chèque qui est déjà dans la poste, il dit, il m'a le déchiré. Ça aussi, ça prend du courage. Les points faibles, maintenant, de la campagne d'Aaron O'Toole, c'est une campagne excessivement terne, j'ai trouvé. C'est pas un gars avec une grosse personnalité. Il a utilisé beaucoup la cassette, ce que je vous parlais tantôt. Dans le fond, on a un plan, mais là, 36 jours à répéter, on a un plan. Puis quand il demande, oui, mais dans ton plan, il y a quoi? Non, j'ai un plan. J'ai trouvé que c'était pas mal cassette. Il y a beaucoup de difficultés à réconcilier la droite et la gauche dans son propre parti, à telle enseigne que, aussitôt que ça a commencé à brasser sur la question des armes à feu, il a eu de l'air fou, puis il a reculé, peut-être pour le mieux, mais écoute, sur un dossier aussi sensible, sur une question fondamentale, sur une question de valeur beaucoup, non seulement il y a un document qui dit quelque chose, puis il se fait mettre ça d'en face au débat, en disant, page 90, tu dis que tu vas libéraliser les 1500 armes qui sont proscrites, puis le lendemain matin, il rajoute une note en bas de page pour modifier sa promesse sur quelque chose d'aussi important que ça. C'est pas accessoire, c'est pas je l'ai pas vu. Pas... Non, c'est quelque chose de majeur. Aaron O'Toole a eu de l'air pas mal fou là, dans ça. Pour le chef du NPD, Jack Meeting, ça a été une campagne, bon, les points forts de la campagne, c'est sa personnalité. Tu sais, c'est un gars, il a une prestance, c'est un gars qui a un beau sourire, mais je suis obligé pas mal d'arrêter là. Il est fidèle à ses valeurs du néo-démocrate. Toujours la même phrase, faisons payer les ultra-riches. Mais d'un autre côté, en termes négatifs, il n'a pas été capable de vivre la campagne au Québec. On est loin de la vague orange de Layton. Puis il a été très vague. Dans son plan, dans son programme politique, il est très vague sur les moyens. Ah, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup Hey, moi, je veux me rendre au Texas, mais quand tu lui demandes, OK, puis on prend... Comment est-ce qu'on y va? On prend-tu un auto? Prends-tu un train? Prends-tu un avion? On passe par où? Là, non. Là, c'est le Texas. Oui, mais je comprends, mais pour s'y rendre, comment est-ce qu'on va faire ça? Pas important. OK? Puis rendu au Texas, on fait quoi? Pas important. OK? On passe combien de temps là-bas? Pas important. Ben là, à un moment donné, c'est ça. Alors, beaucoup de vœux pieux dans le programme du NPD. J'ai bien hâte de voir si, au Québec, il va être capable de doubler sa députation. Il y a un député néo-démocrate. Est-ce qu'il va passer à 2 avec... Est-ce que Ruth-Hélène Prosso va revenir comme député? Je ne sais pas. Ça va être très intéressant à suivre. Maintenant, Yves-François Blanchette, point fort, tu sais, il a une grosse personnalité, c'est sûr. Il s'assume comme chien de garde en disant, ben, dans un gouvernement minoritaire, je vais être capable de faire changer des affaires. Tu sais, c'est une position de, premièrement, pour avoir quelque succès que ce soit, il faut que ça soit minoritaire, puis dans le fond, il faut que je prie le bon Dieu qui accepte mes demandes, parce qu'ils feront jamais rien, ils ne seront pas au pouvoir. Et il a été bon pour défendre l'identité québécoise. On parle bien sûr d'un élément déclencheur dans la campagne, c'était la question en anglais. Beaucoup pensent qu'elle a été trop rough, cette question-là, en reliant le mot discriminatoire aux lois 21 et 96 au Québec. Moi, je trouve ça bizarre parce que on n'aime pas ça se faire dire ça, mais quand on est obligé d'utiliser la clause dérogatoire pour enlever des droits constitutionnels, par définition, c'est discriminatoire. Mais on n'aime pas ça. On n'aime pas ça se faire dire ça. Puis là, tout le monde est ses breaks avec ça. Puis c'est ce qui a donné du carburant à la campagne du Bloc québécois. Et c'est probablement ça qui a sauvé le Bloc québécois, la campagne du Bloc québécois. Quand même particulier, là. C'est le reste du Canada qui sauve le Bloc québécois. C'est assez particulier. Les points faibles, on a vu Yves-François Blanchette empêcher une candidate de s'exprimer. On voit Yves-François Blanchette reprocher les intrusions des compétences dans les compétences du Québec à M. Trudeau, alors que lui, il s'en va faire exactement ça devant l'hôpital de Gatineau dans un point de presse. Et a eu de l'air vraiment fou sur la question du tunnel à Québec. Puis là, ça a fait ressortir son piètre bilan comme ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Mme Marois. Fait que c'est vraiment une campagne en 2 temps. Il y a le pré-débat en anglais puis post-débat en anglais. Puis quand on envoie Yves-François Blanchette sur la défense de l'identité puis des valeurs québécoises, il est beaucoup meilleur que sur le reste. Et c'est ce que ça a donné comme campagne. Alors, c'est à peu près ce qui s'est passé au Québec. Et au fil d'arrivée ce soir, ce sera un gouvernement
minoritaire, fort probablement, soit libéral ou conservateur. Les prédictions sont que ce soit un gouvernement libéral minoritaire, fait qu'on se retrouve dans la même position qu'il y a 36 jours. Puis au niveau de la pire campagne, moi je pensais M. O'Toole qui a fait la pire campagne. Puis la meilleure campagne, ben, c'était, moi de loin, Justin Trudeau qui a fait la meilleure campagne, malgré tous les problèmes qu'il avait. C'est lui. Il n'a pas été capable d'expliquer pourquoi il faisait une campagne, mais une fois dedans, il était bon. Alors, j'espère que ça vous a éclairé un peu. J'espère que vous avez voté et on s'en parle demain pour l'analyse des résultats. Merci tout le monde, puis je vous retrouve demain. Salut!